Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection, Kiosque c'est magazine de la rédaction du Canal Congo Télévision. Au menu de notre émission législative 2023, ceux qui ont atteint le seuil déjà connu, bientôt la publication, le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante a déjà transmis la liste depuis le mardi 9 janvier 2024 au président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima. Et puis on va parler de ces mandats d'amener lancés contre le pasteur Pierre Casse de l'église primitive pour viol d'enfants après le mariage effectué à Mwanda. Analyse et commentaires sur cette émission kiosque. Et puis nous allons également aborder cette question de la confirmation de l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la Cour constitutionnelle. Analyse et commentaires avec Éric Izami. Bonjour. Bonjour frère. Bonne année à toi et bonne année à nos téléspectateurs. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous cette situation de l'interpellation du pasteur de l'église primitive Pierre Casse? Ah, l'église primitive Pierre Casse. À mon avis, je crois que nous vivons là une forme de la déliquescence de l'État. Je le dis pourquoi. Il y a un auteur célèbre, je crois que c'est Duverger qui a dit ça. À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Et la patrie est gérée par les lois. Si l'État se montre ferme, aussi bien pour sanctionner dans le bon comme dans le mauvais, je crois que chacun de nous sera sur le carreau. Personne ne voudra verser dans des bavures, craignant justement que l'État ne l'appréhende pour le sanctionner dans un sens ou dans un autre. Alors, ici chez nous en République démocratique du Congo, il est attesté de tous, et c'est même consigné dans la loi fondamentale, la Constitution, que l'âge nubile, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Que ce soit pour une fille, que ce soit pour un garçon. Je vois très mal un homme qui a déjà plus de 65 ans, je crois, il avoisine déjà 70 ans, aller avec une petite fille de 14 ans. Vraiment, non. On manque du respect à l'être femme. Alors que la femme, pour moi, elle passe pour être la pièce maîtresse de la famille, même de la communauté. Je ne dis pas qu'ici, moi, je suis le saint, tout ça, non. Mais ce qui fait, moi, je suis contre cela. Mais puis, je note que notre pays connaît aujourd'hui tout le problème qu'il connaît aussi, entre autres, par rapport à la qualité de pasteurs qui sont chez nous. Mais tout dépend de la religion aussi. Non. Parce que vous parlez de la loi, mais il y a également des règles et des principes établis dans chaque religion. Oui, mais que ces différents pasteurs doivent nécessairement les respecter. églises sont des ASBEL, sont gérées par les lois qui régissent le secteur des ASBEL, je crois. Oui. Donc, les églises ne viennent pas comme ça et puis commencer à perturber l'ordre établi. Non. Même si c'est l'église du domaine de la foi. Mais quand même, on doit respecter aussi nos us et coutumes. Chez nous, toi, tu penses vraiment qu'aujourd'hui, 21e siècle, avec notre loi fondamentale, qui a même consacré pour la première fois, en son article 14, la parité hommes et femmes, tu penses vraiment qu'il est de bonne loi que l'on permette à un vieux homme de 70 ans ou presque d'aller épouser une petite fille de 14 ans qui, à mon sens, devrait encore être sur le banc de l'école en train d'apprendre le b.a.-ba de la vie. Mais donc, pour qu'un jour, elle puisse, elle aussi, se hisser à l'étape des responsables. Mais dans tout ça, qui incombe la faute? Le parent ou la personne qui s'est mariée avec la fille? D'abord, à nous parents, nous tous parents, parce que nous devons quand même tenir compte d'une réalité. Oui. Je suis en train de noter ici, chers frères, que lorsqu'on avait des églises confessionnelles, nous avions quand même vécu dans une sorte de paix. Et une paix, je dirais, véritable. On avait les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les salutistes, etc. L'islam, hein, on avait... Ouais. Mais depuis que cette vague des pasteurs est venue, crois-moi, sincèrement, je ne sais même pas où donner la tête. Nous n'avons qu'à regarder les faits qui se déroulent dans notre société. Ici, dans notre société, il y a des gens qui, pour moi,
devraient être tenus pour des opérateurs économiques du secteur religieux plutôt que de pasteurs. Ils ont créé des boutiques qui ne tombent jamais en faillite pour rançonner les Congolais. Qu'est-ce qui nous a emmenés? Deux choses, mais des choses macabres. Ils nous ont apporté deux verbes pour annihiler l'un au profit de l'autre. Autrefois, l'homme c'était l'être. L'être. Le verbe être. C'est-à-dire, il faut bien se comporter, il faut toujours bien faire les choses, il faut être dans la propreté, il faut être dans l'environnement sain, il faut être poli, il faut être regardant, il faut être travailleur, il faut être, le verbe être. C'est comme qui dirait ayant l'apparence de la piété, mais en réunit non, qui non, en fait la force. non, non, j'arrive à, Oui. excuse-moi par rapport à mon raisonnement. Oui. Le verbe être avait son sens dans notre communauté. Oui. Et on a vu que certaines femmes qui n'ont même pas fait des grandes études ont réussi, elles, à éduquer des enfants qui sont devenus de grandes personnalités et tout ça, des médecins, des juristes, des journalistes, des avocats et tout ça. Oui. C'était le verbe être. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, je ne dis pas tous, parce qu'attention, parmi nos pasteurs, il y en a aussi des bons. Je martèle, au Congo-Kinshasa, il y a aussi des bons pasteurs qui évangélisent la population, qui nous interdisent de faire du mal et qui nous encouragent à faire le bien. Ils existent. Mais malheureusement, actuellement, le pourcentage de mauvais pasteurs l'emporte sur le bon. Le mauvais nous a apporté l'autre verbe, le verbe avoir. Aujourd'hui, chez nous, au Congo-Kinshasa, très souvent, le mauvais pasteur ne nous prêche que la prospérité et la gestion des ennemis. C'est le verbe avoir. L'homme, ce n'est plus ce que tu es. La politesse, les caractères de quelqu'un qui œuvre, qui travaille, qui veut demeurer dans la vie, vivre ensemble, et tout ça, être bien avec les uns et les autres. Maintenant, c'est le verbe avoir. L'homme, ce n'est plus ce qu'il est, mais c'est ce qu'il a en poche. On nous a prêché les avoirs, les maisons, les buildings, les voitures, C'est comme qui dirait les avoirs. servir et non se servir. Non, pas véritablement ça. Oui. La population me comprend très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je viens, bon, heureusement que moi je suis déjà marié, je prends un garçon qui n'est pas marié, Oui. mais qui vient chez toi demander la main de ta fille qui a déjà l'âge pour aller en mariage. J'imagine, je prends un cas, imaginons que tu as une fille qui a déjà 25, 26 ans, qui a déjà fini ses études et tout ça, et qu'un homme vient lui demander en mariage. Même si toi tu es épris à pouvoir connaître l'homme là, c'est qui il est, verbe être, mais tu verras qu'autour de toi, ça sera plutôt le verbe avoir. Il a quoi? Il a quoi? Si c'est, je prends un cas, maître d'école primaire, tu verras qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Alors qu'un maître d'école primaire a aussi droit à la vie. Pourquoi? On va s'opposer parce qu'on va se dire, ah, mais notre fille ira vivre une vie de martyr. C'est-à-dire, les pasteurs ont vraiment détruit notre modus vivendi. Si hier c'était le verbe être et le verbe avoir au même moment, hein, mais aujourd'hui c'est toujours le verbe avoir. Mais Eric Izami, pas le verbe être. Eric Tu peux être un sorcier, tu peux être un voleur, tu peux être un brigand. Mais aussi longtemps que tu as une bonne santé financière dans tes poches, ah, mais tu es adulé, on t'appelle président. mais en Tu es acclamé. qu'est-ce qui fait de lui aujourd'hui un mauvais pasteur? C'est parce qu'il a une vie libidinale débordante ou bien c'est parce qu'elle s'est mariée à cette fille? Qui suis-je moi pour le juger, lui, d'une titre personnelle? Je ne voudrais pas personnaliser le débat. Mais bon, malheureusement, il s'agit de lui. Oui. Je n'épouse pas sa démarche parce que justement, sa démarche est contraire à ce que moi je considère comme nos us et coutumes. Je ne voudrais pas ici, tu vois, mais je suis contre. Et si sa religion demande à ce que, si sa religion lui... Est-ce que Non, non, nos religions devraient aussi tenir compte de notre manière de vivre. Moi, je ne te vois pas, toi, aller chercher une fille de 14 ans. Et si toi, qui n'as pas son âge, tu ne peux pas le faire, et lui qui est notre aîné, notre papa, il devrait le comprendre mieux que nous, non? Il a vécu où, ce pasteur-là? N'est-ce pas ici au Congo? S'il aime le Congo, s'il aime la Congolaise, la femme congolaise, parce que lui aussi, il a été mis au monde par une femme. Ça, ce n'est pas respecter la femme. Moi, je suis pour ceux qui l'ont interpellé, pour que plus personne d'autre que lui ne puisse refaire la même chose. Non. 12 femmes, même s'il serait sorti de la cuisse d'Hercule, il a quelle force pour s'occuper de toutes ces 12 femmes-là? Nous ne sommes plus à l'époque de Salomon, même si à cette époque-là, lui aussi, on voulait peut-être peupler la terre, parce qu'aujourd'hui la terre n'est plus en manque des humains.
nous sommes suffisamment nombreux, on a déjà dépassé les milliards. Tu vois, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va faire ça. Je ne sais pas, pour moi, je suis contre, cher frère, je suis vraiment contre. Je suis contre. Je voudrais que l'on respecte la femme. Même moi qui vous parle, je voudrais que tous puissions respecter la femme. Parce que vous savez quoi? La femme, pour nous, dans nos coutumes ici, en République démocratique du Congo, c'est la gardienne de valeurs. Tu sais, le code de notre famille, le code de famille, la personne qui a piloté l'étude, qui a conduit jusqu'à l'élaboration de notre code de la famille, c'est Léon Kengwa Dondo, un modèle de l'administration ici. Pose la question à qui tu veux, on va te dire. Kengwa était un bon travailleur. Et ça a duré 10 ans, une décennie. Une décennie, mon frère, pour pondre ce code de la famille-là. Il fallait aller dans chacune de nos tribus, clans et tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut marier une femme. Mais si c'était conforme, la famille et conforme à nos aspirations le plus légitime, pensez-vous qu'on allait révisiter ce code de la famille? Oui, on a révisité simplement parce que notre population doit comprendre que toutes les lois doivent être les lois filles de la loi mère. La loi mère, c'est quoi? C'est la Constitution. Or, l'article 14 qui consacre la parité hommes et femmes n'avait jamais existé depuis que nous existons comme État indépendant. Non. C'était la première fois en 18 février 2006, lorsqu'on a adopté, après le référendum, l'actuelle Constitution, on avait inséré l'article 14. Voilà maintenant pour mettre le code de la famille en conformité avec la loi des lois, la Constitution, on a révisé sous maman Geneviève Inagosi Kassongo, que je salue en passant. C'était ça. Donc c'était par le vouloir de tenir à ce que le code de la famille soit en conformité avec la loi fondamentale. C'est cela. Donc ici, il ne faut pas encourager quelqu'un qui a déjà plus de 60, etc., tout ça, à aller avec une fille de 14 ans. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si toi, moi ça me dérange. Ça me dérange. Que ce soit ici, même à l'intérieur du pays. Parce que la loi, elle est une et une seule pour nous tous en République démocratique du Congo. Nous devons respecter la femme. C'est la pièce maîtresse, disais-je. C'est elle qui est la gardienne de valeur. C'est la maman qui nous a tous mis au monde. Elle n'aurait pas voulu que nous soyons là, nous ne serions pas là non plus. Pour aller à l'école, nos mamans, que n'ont-elles pas fait? Elles nous ont nettoyé les uniformes, elles nous ont fait à manger, elles nous ont conduit à l'école et tout ça. Nos papas, c'est vrai, ils souffrent. Moi-même, je suis père. Mais la maman a un devoir considérable vis-à-vis de la famille. Nombreux sont les hommes qui vous diront que je suis ce que je suis, c'est vrai, entre autres par rapport à mon père, mais surtout par rapport à ma maman. Parce que généralement aussi, dans notre manière de vivre, il arrive souvent que le parent père décède un peu avant et que les parents mères continuent avec l'action. Je te donne mon papa, quand mon papa est décédé, ça fait 23 ans. Vous êtes resté avec mais si tu m'enlèves 23 ans, il me restera quoi? Pas grand-chose. C'est-à-dire, je suis resté avec ma maman qui n'a-t-elle pas vendu pour que moi j'aille à l'école? Même ses bijoux, même ses pagnes, pour vendre ceci ou ça, pour m'envoyer à l'école. Moi, mon papa avait travaillé à l'ONATRA. Je prends mon propre exemple. En réalité, à son décès, l'un des enfants devrait le remplacer là-bas au niveau de l'ONATRA. Je suis l'aîné des garçons. Je suis né après 3 filles. Mais ma maman avait dit niet. La manière dont je vois l'ONATRA évoluer, même si ça pourra s'arranger, nous le souhaitons plus tard, mais là, moi, je voudrais que nous puissions respecter le vœu de ton papa qui avait voulu que toi, le premier des garçons, puisse terminer les études. Et je suis allé comme ça jusqu'à... Dieu m'a fait grâce, par ses efforts également, j'ai terminé. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon petit nom, Eric Izami, ça fait penser aussi à mon défunt papa, à Charles, de là où il est, dans l'au-delà. Voyez un peu, je suis en train d'illustrer un peu l'effort des mamans. Ici, je vante les mamans. Alors, je ne voudrais pas qu'un monsieur puisse venir parce qu'il est dans la casquette de pasteur, voilà, prendre une fille de 14 ans qui a encore tout son avenir devant elle et qui n'a même pas encore atteint l'âge fixé par la loi. Et que faudra-t-il retenir? Parce que vous parlez de l'homme pasteur, en fait. Faudra-t-il admettre que l'homme pasteur doit encore globalement, et puis se discipliner? Non, non. Globalement, je souhaiterais que notre population retienne ceci. Ne devrait pas prêcher les Congolais n'importe qui. Et Congolaises et Congolais, ne prêtez pas l'oreille à tout le monde qui vient au nom de X ou Y pour vous vanter le nom du Seigneur. Parce que lui-même, le Seigneur aussi nous a avertis. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui pratiquent la volonté du Père qui vont y aller.
mon défunt papa m'a donné une formule. Vous voulez savoir si ce que vous faites est conforme à la bonne manière de vivre? Posez-vous juste, oui, posez-vous juste cette question. Oui. Représentez-vous la personne de Jésus-Christ, qui dans ma foi chrétienne, catholique, est Dieu, Jésus-Christ. Représentez-vous ces personnages-là, et puis posez-vous la question. L'action que je veux poser, est-ce que Jésus peut le faire? Dans votre conscience, la réponse viendra. Oui. Est-ce que vous voyez Jésus marier une fille de catholique? Impossible. Donc, déjà rien que par rapport à cette formule. Sa vie rendait témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Ah ben justement, mais chez nous, malheureusement, aujourd'hui, Oui. un pasteur sortira de nulle part. Je martèle encore, parce que les gens risquent de tordre mon propos. Oui. Tout pasteur n'est pas mauvais pasteur. Il y en a des bons. Mais je parle ici de ceux qui sont, pour moi, pour de mauvais. Un pasteur sortirait ici te dire, ah mais non, mon frère, tu sais que tel que ta maman là, elle est sorcière. Et toi, généralement, chez nous ici, sans réfléchir, la manière dont... Je t'ai raconté un peu ma petite vie, non? Oui. Je t'ai dit un peu comment est-ce que j'ai évolué avec ma mère. Mais un pasteur comme ça, il vient et te dit, ta maman est sorcière. Et toi, sans réfléchir, la manière dont vous avez évolué avec votre maman, comment elle a souffert pour t'envoyer à l'école, comment elle a toujours été là quand tu étais malade, comment elle a toujours soigné, tout ça, tout ça. Et puis, toi, tu crois à ces pasteurs-là. Qu'est-ce que ce pasteur-là nous ont déjà dit par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Ils sont tout le temps dans des prophéties. Quelle est la prophétie majeure que toi, tu as déjà entendue ici chez nous? Nous disons que non, maintenant, la République démocratique du Congo, voici la manière dont vous devez vous comporter pour que vous puissiez avoir votre victoire, pour qu'on ne puisse pas vous piquer vos terres dans la partie orientale. As-tu déjà eu une prophétie comme ça? C'est toujours des prophéties alambiquées du genre, on va te donner des pantalons. Ah, moi, en tout cas, je suis désolé, moi, mon Dieu n'est pas un Dieu de pantalons. Vous allez voyager. Non, moi, mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de passeport. Vous aurez des passeports. Ah, c'est quoi un passeport? Le passeport, c'est juste une identité. Ils connaissent nos faiblesses. Pour les filles, on leur prêche les mariages. Oui. Pour les garçons, parfois on leur prêche soit le travail, soit le voyage. Comme si le Congo était un pays des médiocres à tout point de vue. Non, le Congo c'est un pays vivable. Nous-mêmes, nous pouvons nous mettre au travail, nous accepter les uns les autres, nous mutualiser les efforts, tout ça. Et puis rendre notre cadre de vie meilleur. Nous-mêmes, par le travail. Parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais est-ce que nous respectons ça? Pas par là. Faudra-t-il aussi admettre l'idée de Karl Marx qui disait que la religion c'est le plan du peuple? Ben, dans une certaine mesure, Oui. il n'a pas tort, mais attention, moi je suis catholique, je t'ai répété, chez nous, on dit Sambela, Sala. Il faut prier, parce que au-dessus de nous, il y a quand même un créateur, un être transcendantal, le créateur, maximum de respect. Parce qu'il y a quand même Dieu qui nous a créés et qui nous a permis de vivre, toi et moi, et les autres aussi. Alors, d'un côté, nous devons prier, reconnaître qu'il y a un Dieu, et de l'autre, nous devons travailler. Travailler, ça veut dire poursuivre l'œuvre amorcée par lui-même, les créateurs. Par exemple, le créateur a créé un arbre, mais toi et moi sommes arrivés et on a pensé fabriquer une table, et on a coupé l'arbre pour créer du bois et fabriquer la table. Nous, en ce moment-là, on a fait quoi? On a poursuivi l'œuvre amorcée par le Créateur. Père Teilhard de Chardin, Père Pierre de Teilhard de Chardin, il a écrit une œuvre, là, Genèse de la pensée. Donc, lui, il nous encourage à pouvoir poursuivre l'œuvre amorcée par Dieu. Mais il y a une certaine opinion qui estime que l'Église catholique est à la base de tous les maux dont souffrent les églises aujourd'hui. Vous savez, vous trouverez toujours de petites choses à dire selon que l'on est dans X ou Y église. Je ne viens pas faire le procès des églises ici. Mais là où moi, par exemple, on cite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis à l'aise. Mais là où je prie, je te dis, je te cite, je n'ai pas froid aux yeux, je te dis, je suis catholique. Et vous pensez que c'est la base de tout le mot? Moi, je dis non, parce que j'ai étudié à l'école catholique, j'ai été là-bas, depuis tout petit, j'ai grandi comme ça. Et puis bon, voilà, à mon âge ici, tu ne vas pas me dire que c'est mauvais, parce qu'on m'a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas... On nous a interdit de faire le mal pour faire le bien. Et on nous dit, prier, mais en même temps, travailler. Que celui qui ne travaille pas, je le dis ici, qui ne mange pas. C'est prêché partout, dans toutes les églises. Mais pas seulement à l'église catholique. Mais lorsqu'il y avait... Non, il ne faut pas... Vous savez, il ne faut pas méconnaître l'apport de cette église-là.
tout le pasteur qui au début nous disait que non, là-bas c'est des sorciers, aujourd'hui, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Hein. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Maintenant, le temps nous démontre que, mais ces gens-là, aujourd'hui, je ne voudrais pas citer les noms des gens ici, s'il vous plaît, par respect. Oui. Mais nous connaissons quand même certains pasteurs qui font la honte des autres pasteurs qui sont bons. Parce que ça existe aussi. Les bons pasteurs existent. Oui. Qui vous prêchent la bonne nouvelle. Et moi, je suis à l'aise avec eux. Du moment où, simplement, ils ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, ça m'arrange. Mais là, moi, je vais faire ma prière. Je t'ai dit. Voilà. Très bien. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. OK. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la politique à travers cette confirmation de résultats de l'élection. Excuse-moi, puisque tu parles de la politique. Oui. Excusez-moi de prendre ces exemples, toujours des pasteurs. Oui. Mais cette fois, dans les terrains politiques. Oui. En 2006, il y avait un pasteur, Paul Mukungubila. Oui. Il avait dit que Dieu lui avait dit qu'il va gagner les élections de 2006. À la fin, c'était Joseph Kabila Kabang qui avait gagné les élections. En 2011, parce qu'en 2006, nous avions 34 candidats. Oui. En 2011, ils ont tous fui la compétition présidentielle parce qu'il y avait un grand baobab, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Oui. le père de l'actuel président. Et puis, il y a eu 11 candidats. Là-bas, il n'y avait pas de pasteur en 2011. Mais en 2018, Oui. il y a eu 2 pasteurs. Théodore Ngoy, qui lui n'avait pas été loquace en ce moment-là, il avait juste compétit. Mais il y avait un autre pasteur. Oui. Il y avait un autre pasteur. C'est Joseph Mba Maluta. Il revenait du Brésil. Oui. Il avait dit, et moi j'étais dans la salle avec lui, il nous a dit, le jour où Corneille Nangaa va ouvrir sa bouche pour prononcer le nom de celui qui a gagné les élections présidentielles en RDC, il ne citera pas un autre nom si ce n'est le mien. Joseph Mba Maluta. J'ai martel qui revenait du Brésil. Est-ce qu'il avait gagné les élections? Pas du C'est tout. Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné. En 2023. En 2023, Il y a nous eu avions Constant eu Galassi. 2 pasteurs. Trois pasteurs. On a eu Oui. 3 pasteurs. Théodore Ngoy, qui pense avoir eu beaucoup de points. Vous avez Oui. vu, vous avez suivi le feuilleton. Avec le procès à la Cour Oui, constitutionnelle. il y avait un autre pasteur, Denis Mukwege, maximum de respect, prix Nobel de la paix. Et puis, Pasteur il y avait Galassi. pasteur Ngalassi Agré, qui a dit, moi j'ai participé à une émission Oui. au cours de laquelle je lui ai même posé la question. C'est moi qui lui ai humblement posé la question, mais nous, dans notre mental collectif ici du Congolais, nous savons que Dieu n'échoue pas. Mais s'il arrivait que vous échouez, qu'allons-nous dire, nous autres qui sommes croyants et chrétiens? Allons-nous penser vraiment que Dieu peut échouer? Il dit, toi tu seras le premier à m'appeler chef de l'État. On a publié les résultats. Moi j'étais dans la salle les jours où on a publié. D'ailleurs, on a suivi ça pas à pas, le 31 décembre 2023. C'était pas lui qui avait été désigné. Et quand pour... il disait que la Voilà. Cour suprême pouvait surprendre... La Cour s'est prononcée il y a 2 jours. Vous voyez, je reviens encore pour dire que Oui. de tout ce que j'ai relaté, Oui. ah ben quand même, si j'ai dit qu'il y a quand même des pasteurs qui doivent être rangés du côté des opérateurs économiques, du secteur religieux, je n'ai pas tort quand même. Très bien. Ah ben voilà. Ouais, Donc, ouais. nous sommes en politique. Et par rapport à la confirmation des élections du président de la République par la Cour Il faut constitutionnelle. dire que la Cour constitutionnelle, Oui. c'est le dernier rempart. C'est la plus haute instance judiciaire ici en République démocratique du Congo. Et c'est aussi cette juridiction-là qui peut statuer sur un cas lorsque un Premier ministre ou un président a commis des forfaits. Mais c'est aussi à cette cour-là que revient le devoir de pouvoir prononcer la proclamation définitive des résultats des élections présidentielles. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je m'incline. Je m'incline parce que la CENI avait publié de manière provisoire. Et la CENI avait donné au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 73,34%. Et lorsque la Cour constitutionnelle a revu la manière dont les choses se sont déroulées, la Cour a donné cette fois-ci 73,47% au candidat numéro 20. Donc, on confirme la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour moi, on s'incline et on avance. Mais vous avez dit que les résultats de la Cour sont susceptibles d'aucun recours. Mais lorsque certains partis politiques ou regroupements dans l'ensemble de Moïse Katumbi qui appellent aux actions de la rue pour contester le résultat du président de la République, partagez-vous cette façon de faire? Bon, nous devons apprendre à notre population à savoir faire la part de choses.
Katumbi Tchapou et Moïse n'est pas rien. C'est un candidat sérieux, je le martèle. Mais la Cour aussi constitutionnelle, de par son histoire, elle-même s'est fourvoyée au point de pouvoir laisser des plumes par rapport à ce qui devrait être sa réputation réelle. Je le dis pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un dossier qui avait atterri là-bas au niveau de la haute cour évoquée, mais qui a fait que eux-mêmes, ils se sont discrédités un peu, d'une certaine manière. Par rapport à ces dossiers-là, j'évoque les dossiers relatifs au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, qui constitue l'une des casseroles, tout ça, derrière l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo. Bon, je dis ici que la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance judiciaire. C'est un peu comme chez Dieu. Quand Dieu a dit, mais plus personne ne dira le contraire. Il n'y aura pas d'argument contraire qui serait péremptoire. Non. C'est-à-dire, quand la Cour constitutionnelle a parlé, mais ça va donc, nous, on s'incline. Et puis, d'ailleurs, ces arrêts sont inattaquables et exécutoires de facto. Mais une cour tribalisée... Non, non, je ne vais pas là-bas. Moi, je suis de ceux qui font la promotion de la nationalité congolaise, c'est-à-dire du Congo. Je voudrais pas aller dans les tribus parce que ça va nous embrouiller, ça va nous embêter inutilement. Père Raphaël de la culture de Rio, qui était un Belge, il nous a construit des écoles ici. C'est un Belge. Mais il y en a des Congolais qui ont amassé des millions, qui n'ont jamais rien fait, qui regardent leur fortune comme des pièces d'ornement, comme des œuvres d'art. Alors, je reviens à ce que je disais. Oui. Dans ces dossiers-là de Bukanga-Lonzo, il y avait 9, comme toujours, 9 personnalités qui siègent là-bas au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais de toutes ces 9 personnalités, tous ne viennent pas du secteur judiciaire ou des juristes, de ceux qui ont fait le droit. Non, la Cour constitutionnelle est constituée de beaucoup de compétences. Mais de ces 9-là, il y a 2 Dieudonné qui étaient là. Le premier Dieudonné, qui en était le président à l'époque, quand ils ont statué sur l'affaire Bukanga-Lonzo, et le deuxième Dieudonné était aussi là, au même moment. Mais le premier qui était président, donc qui pouvait engager la Cour constitutionnelle vis-à-vis des tiers, avait, avec le concours des autres, et même celui de Dieudonné, l'actuel, dit que la Cour était dans l'incapacité de juger l'affaire Matata Ponyo, qui n'était plus Premier ministre en fonction. Oui. On s'incline parce que c'est les arrêts de la Cour constitutionnelle, donc inattaquable, exécutoire de facto. L'affaire est passée. Mais quand le premier Dieudonné a quitté la Cour constitutionnelle et que le deuxième Dieudonné est arrivé, tous les deux, je martèle ici qui sont juristes de formation, ils sont rodés, ils ont l'âge de nos parents, ils sont suffisamment avancés, ils sont rompus, ils connaissent leur métier. Mais le deuxième Dieudonné, qui était aussi là à cette époque-là, du premier Dieudonné, a dit non, Matata Ponyo ne pouvait être jugé au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça fait, pour un seul sujet, 2 points de vue divergents, mais à 2 époques aussi différentes. Et ça perturbe nos étudiants qui sont en droit. En qui est-ce que nous devrions croire? Et c'est là que je dis que dans son histoire, la Cour constitutionnelle elle-même... Mais il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a à boire et à manger, d'autant plus que, vous l'avez dit, certainement, vous parlez des Dieudonné. L'un avait estimé qu'il ne faut pas juger cette affaire, mais l'autre a estimé, peut-être il peut avoir raison, mais pas tout à fait tort. Par rapport à cette démarche. Mon frère, qu'est-ce que nous disons? Il était là lorsque le premier Dieudonné était aussi de la Cour. Pourquoi n'avait-il pas dit ça en ce moment-là? Seulement lorsqu'il a eu à être promu cette fois-ci. C'est le dossier qui, à mon avis, a créé quand même une sorte de doute pour certains Congolais. Pas tous les Congolais. Mais je reste, moi, Éric Izami, humblement sportif. Quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée, moi je m'incline. Qu'est-ce que je dirais? Mais en ce qui concerne la confirmation par rapport oui, justement, la victoire du président Tshisekedi Tshilombo a été confirmée. Oui, et puis bon, maintenant ça ouvre la voie à l'investiture officielle. Oui, oui, à travers la prestation des serments. Exactement, exactement. Parce que vous savez, le temps ne nous attend pas. Oui. Le temps ne nous attend pas. C'est notre ennemi à nous tous. Ici, ce qui s'est passé à 8 heures, on ne va plus rattraper. Nous devons avancer. Avons-nous conscience que les autres nous perçoivent comme étant des leaders, que nous devrions nous aussi tirer les autres pays africains par l'élan du développement, ou que nous devrions toujours marquer les pas à pouvoir faire des guerres byzantines entre nous? Parce que le mal de chez nous, c'est quoi? Les Congolais
dans notre maison ici, République démocratique du Congo, on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas. Je ne voudrais pas aller, on ne s'aime pas. Non, c'est trop fort. Mais je dis, on ne s'accepte pas. Il suffit seulement que l'on puisse lancer un sujet ici. Dans pas longtemps, ça sera la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2000, tout ça. Vous verrez, tout le monde deviendra spécialiste en football. C'est ça chez nous. On ne s'accepte pas. Il y a eu 25 000 ou presque candidats pour la députation nationale. Personne ne vous dira qu'il a échoué. Mais puisque nous parlons de la Cour constitutionnelle, nous parlons de la Cour constitutionnelle bien évidemment, mais il y a eu également cette décision de la Commission électorale nationale indépendante qui consistait à invalider certains candidats, à annuler, à annuler le vote. Mais est-ce que ces rôles appartiennent à la CENI ou bien à la Cour constitutionnelle? Mais bien évidemment, la CENI a motivé sa décision. Mon cher frère, vous savez, nous avions quand même vu le premier cycle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous en sommes au quatrième. C'est vrai, rien n'a été parfait du début jusqu'à aujourd'hui. Hein? 2006, 2011, 2018, 2023. Mais, depuis toujours, de ces 4 cycles, on a toujours décrié les bourrages d'urnes. On a toujours décrié de fraude, mais on n'a jamais sanctionné. Moi, je félicite Kadima Kazadi, qui, pour la première fois, quand même sanctionne. Parce qu'aussi, une société... Mais là, il n'a pas usurpé le droit de la Cour constitutionnelle. Il a motivé la décision de la CENI. Et je martèle ici, si on cite Denis Kadima Kazadi, on lui jette de fleurs pour avoir sanctionné, c'est pas parce que c'est lui, non. La CENI est dirigée par ce qu'on appelle une plénière. Oui. Il n'est pas seul là-bas, ils sont à 15. On délibère. Et sur base de textes qui régissent la CENI, l'article 211 de la Constitution crée la CENI, la loi organique qui crée la CENI, et puis après les autres textes viennent pour la mise en pratique de tout ce qui est prévu dans les lois. C'est cela. On n'a jamais sanctionné, parce que aussi, je ne dis pas que c'est seulement ce 82-là qui sont concernés, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais quand même, nous devons apprendre à sanctionner dans un sens comme dans un autre. À celui qui fait bien, on sanctionne positivement. Oui. À celui qui fait mal, on sanctionne négativement. Et comme ça peut dissuader ceux qui ont le même velléité à ne pas poursuivre avec le mal. Ou, s'ils ont de velléité positive, de pouvoir toujours demeurer dans le bon. Un enfant qui te fait plaisir de réaliser par exemple 90% à l'école, ah ben tu peux lui acheter ne fût qu'un bonbon pour l'encourager. Ça c'est la sanction positive. Oui. Mais un enfant qui a triché, on doit le sanctionner, non? Et pour la première fois, moi je note quand même qu'on a sanctionné. Parce que je ne vois vraiment pas des personnalités de cette temple-là être indexées et dont on a annulé même le vote, comme ça sans preuve. Toi tu vois vraiment sans preuve, toi tu oseras annuler le vote d'un monsieur comme Kinkemu Lumba. Des gros poissons. Comme Bossab, comme le ministre Mazenga, comme X, comme Y. Non. J'imagine que la CENI doit avoir quand même des preuves matérielles qui attestent que non, X ou Y personne a été dans ça. La sanction, pour moi, doit exister dans une communauté. Éric Zam, aujourd'hui, le pays se trouve ainsi à un moment historique, hein, je dirais. Il est prêt aussi à accueillir un cohorte des députés nationaux. Mais avec cette décision de la CENI, ce n'est pas une manière aussi de rajeunir la classe politique et d'éviter à ce que ces gros poissons puissent continuer toujours à travailler pour le compte de la République. Ils ne sont pas nés gros. Ils ne sont pas nés comme ça de grandes personnalités avec pignon sur rue. Non. Ils ont été quelque part, ils ont eu un parcours. Encore que le rajeunissement de la classe politique n'est pas seulement synonyme de l'âge. Hein? Non. Il y a des gens qui ont de l'âge mais qui se comportent bien. Il y a des gens qui ont suffisamment de l'âge mais qui se comportent bien. Faut-il le débouter? Non. Mais il faut garder seulement le bon fruit. C'est-à-dire qu'il faut garder ceux des Congolais qui viennent pour travailler et faire avancer le Congo chaque jour que Dieu fait d'un pas, qui peuvent participer à apporter la bonne solution attendue par rapport aux préoccupations exprimées au sein de la communauté. Nous avons toujours des coupures d'électricité. A-t-on déjà résolu ce problème? On a besoin des Congolais, quel que soit son âge, mais capables de nous dire, faisons A, B, C, D pour aboutir
à donner aux Congolais l'électricité 24 heures sur 24. Mais ce sont des députés et ils ne sont pas là pour donner de l'électricité. Non, non. Ils sont là pour légiférer, contrôler en fait. J'ai pris un exemple. Oui. Mais généralement, ce sont ces mêmes députés-là qui deviennent aussi par ailleurs ministres, qui eux ont le devoir au niveau du gouvernement d'apporter des solutions aux préoccupations exprimées. C'est cela, cher ami. C'est cela. Est-ce qu'on devrait toujours... Parce qu'il y a aussi une frange de la population qui pense qu'il y a certains acteurs politiques qui se croient tout permis. Parce qu'ils ont quand même un certain ancrage, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont pignon sur rue, ils peuvent tout se permettre. On voit ça. Attends, je vais illustrer ça par un exemple qui me frappe souvent. Je vous en prie. Sur 24 novembre, oui. C'est la grande artère, c'est l'une des grandes artères ici de Kinshasa, mais qui nous mène vers les écoles. Moi, je vois seulement la manière dont certaines autorités de notre pays circulent sur cette artère-là. Vous êtes une autorité du pays. Vous vous rendez par exemple à votre bureau. Mais est-ce que vous devez violer le code de la route parce que vous rendez à votre bureau? Mais imaginons un peu qu'une autorité hautement placée qui circule sur la route et que ces policiers, par mégarde dans la manière de non-respect du code de la route, paf, ils comptent sur un enfant qui meurt sur place. Vous voyez à peu près ce que sera l'image ou la réputation de cette autorité-là. Mais moi, je vois ça chaque jour sur 24 novembre. Un autre exemple, toujours dans la manière de violer, par exemple, le code de la route. Le convoi de l'argent qui quitte la Banque centrale pour l'aéroport international de Njili, afin que ça puisse aller, par exemple, payer les agents de l'État à l'intérieur du pays. Ou même l'inverse, quitter l'aéroport de Njili pour revenir ici, au centre-ville, au niveau de la Banque centrale pour déposer l'argent. Mais il faut voir comment est-ce que ces gens-là roulent. Mais en tout cas, est-ce que nous avons déjà la culture des gens qui peuvent oser braquer, par exemple, le convoi de l'argent, tout ça? Je n'en vois pas ici chez nous. Ou que nous avons la culture de pouvoir malmener une autorité qui passe. Non. Circuler en respectant la norme pour ne pas cogner les véhicules ou les voisins, les riverains qui sont là. J'illustre ces images pour dire un peu comment est-ce que nous vivons chez nous. Oui. Quand on devient chef, c'est comme si les autres n'existaient pas. Il faut les écraser. Or, on ne peut être chef que des autres humains. Très bien. Parlons cette fois-ci de cette problématique autour du seuil de représentativité. Vous êtes journaliste, vous couvrez également les événements ayant trait au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, comment interprétez-vous ça? Non, mais c'est une matière, d'entrée des jeux, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle que de dire que c'est une matière très technique, oui, et qui relèverait de l'apanage de nos amis qui ont fait le droit et qui en connaissent le rouage. Mais vous avez plutôt parlé de seuil de représentativité. Non, à ce stade ici, il ne s'agit plus de seuil de représentativité. Oui. Je martèle que c'est un domaine que je ne maîtrise pas très bien. Oui. C'est nos amis qui ont fait le droit qui peuvent venir bien expliquer à notre population pour qui j'ai beaucoup de respect. Ici, nous parlerons plutôt du seuil d'éligibilité. Il y en a à 3 niveaux. Pour la présidentielle, je crois que c'est à 1%. Pour la députation nationale, c'est à 3%. Et pour le local, c'est à 10%. Mais encore faut-il que nous puissions aller aux élections, connaître, parce que notre fichier électoral, qui est la liste de ceux qui sont admis à aller au vote, était d'une taille de 44 millions d'électeurs, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas si nous avons un seul pays, un autre pays, ici, peut-être le Nigeria, ou ouais, le Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui a une forte densité de la population. Mais le nôtre, il n'est quand même pas rien, 44 millions d'électeurs. Non, mais c'est énorme. Il faut que l'on passe au vote pour connaître le nombre de ceux qui sont allés véritablement exercer leurs droits civiques dans l'urne afin de déterminer ce qui va suivre, c'est-à-dire les différents seuils à différents niveaux. Donc je crois que c'est cela. Donc on attendra et la CENI nous expliquera qu'en est-il exactement. Parce que la CENI est suffisamment outillée, d'ailleurs c'est son domaine, de nous expliquer. Mais la liste est entre les mains du président de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai ainsi les bases de la future plutôt Assemblée nationale. Mais dans le microcosme politique congolaise, l'effervescence a atteint son paroxysme à l'attente de la publication de cette liste. Normal. On avait au total 101
candidats pour les élections passées le 20 décembre 2023. Oui. Une première dans l'histoire. 101 000 candidats. À tous les niveaux. Présidentiel, on avait 26. Députation nationale, on avait près de 23 500. Et députation provinciale, on avait plus de 40 000. Et local, on avait... Nous sommes un pays de tous les records. Oui. Il y a beaucoup trop d'ambition. Il y en a beaucoup qui voudraient, par exemple, compétir pour la députation nationale, mais sans en avoir peut-être les épaules. Non. Nous devons, même nous, journalistes, encourager aussi notre population à pouvoir bien faire le bon choix. Mon frère, tout le monde ne doit pas être politicien. Je crois que nombreux ont été aussi un peu intéressés, ils se sont intéressés à la question pour avoir peut-être entendu le son de cloche de 21 000 $ américains le mois des émoluments. Mais je crois que nous devrions quand même revoir. Tout le monde ne devrait pas être politicien. Non. Nous devrions participer, surtout nous journalistes, nous devrions participer à l'éveil de la conscience collective de notre société pour que notre population sache opérer des bons choix afin de dissuader ceux qui n'en ont pas. Donc il faut avoir un rôle hautement pédagogique à jouer au sein de la population. Parce que les députés, c'est qui? Les députés nationaux, c'est celui qui, par une idée, par une initiative, par un argumentaire, peut arriver à participer dans le vote d'une loi, dans la création de lois. Et puis, deuxièmement, dans le contrôle de la manière dont les lois votées sont mises en pratique sur la vie, dans la vie au quotidien, de manière pratique. Voter des lois, contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement fait quoi? Fait appliquer les lois. Oui. C'est cela. Nous devons expliquer. En fait, si notre population arrive à très bien comprendre la manière dont évolue un État, la notion de l'État, je crois que nous aurons de moins en moins de problèmes. Le mal chez nous, c'est quoi? Nos acteurs politiques, pas tous, parce que les bons existent. Je martèle, pas tous, les bons existent. Mais les acteurs politiques de chez nous, ceux qui sont véreux, surfent sur l'ignorance de la population pour leur faire gober n'importe quoi. Nombreux sont ceux qui sont allés compétir aux élections sans en connaître même les règles du jeu. Ils n'ont jamais lu la loi électorale, ils ne connaissent même pas cette histoire que c'était une élection à seuil, etc., etc. Ils savent seulement que je vais payer par exemple ma caution, et puis après, je vais compétir, je ne sais pas donner X, Y, Z choses, et puis m'attendre peut-être à être voté. Alors que non, ce n'est pas ça. Vous devez déjà faire preuve dans votre vie au quotidien de gens capables de pouvoir défendre les autres. C'est cela, nous devons voir dans notre société, même dans les salles de classe. Moi, je me rappelle, nous au collège, en tout cas chez les prêtres, nous on a vécu comme ça. On a vécu comme ça. Même pour être chef de classe, on passait aux élections. C'est-à-dire, chacun de nous va venir développer tant soit peu son petit programme. Moi, si vous me lisez comme chef de classe, voici ce dont je suis capable. Je pourrais tenir cette classe propre parce que je sais comment faire, par exemple, pour établir la liste de ceux qui devront chacun balayer la salle et à tour de rôle. Et chacun développe un petit canevas. Et puis après, on va entendre les projets des uns et des autres. Et sur base de la manière dont on va les écouter, on se dit que ce que dit Eric, il en est capable. Ce qui est dit Eric, non, il n'en est pas capable. Connaissant Eric, lui-même, il est fainéant. Il n'aime pas balayer sa propre maison. Comment il va vouloir balayer une salle de classe qui nous appartient à nous tous? De tout ça, nous pourrions savoir que M. X veut compétir pour devenir député national. Est-il capable, même en langue vernaculaire, parce que pour moi aussi, la langue lingala, c'est la plus belle des langues au monde, j'en conviens. Est-ce qu'il est capable de pouvoir venir avec une idée, même nous partager son idée en Swahili, en Tsuluba, en Kikongo, même en Mongo, en Sakata ou en Kikongo, tout ça, en Lingala, nous dire que non, voici, moi je voudrais que nous puissions créer X loi pour régir tel secteur de la vie nationale. Voici, je voudrais ABCD, voici les avantages que cette loi-là peut nous apporter, ABCD. C'est des gens comme ça capables de pouvoir même convaincre les autres députés parce qu'ils sont appelés à être à 500. Oui. Mais si tu n'es pas capable de pouvoir tenir un discours cohérent avec des arguments bien massus pour convaincre les autres, comment tu arriveras à vouloir être député? Mais Eric Zami, tu deviens député seulement pour mimer la scène. S'il faut paraphraser votre idée, le problème sur lequel portent mes réflexions ici tourne aussi autour de quelques postulats. Parce que tout d'abord, je suppose que tout changement dans les mondes modernes n'est pas aussi essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise,
et objectivent ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent ne peuvent rien créer d'indésirable, notamment sur le fait que tu as évoqué par rapport également à la manière de légiférer des lois. Et lorsque on légifère les lois et que l'application pose problème, vous ne voyez pas qu'il y a en Guy-sous-Roche quelque chose qui ne va pas? Chez nous, sociétalement d'abord, il faut dire que l'autorité est perçue comme celle qui apporte des solutions. Oui. Toute autorité, Oui. même ici dans ton travail, si ton petit frère arrive ici, toi-même tu vas te sentir que tu es dans l'obligation, ne serait-ce que de lui acheter un coca. Ça c'est notre ADN social. Pareil avec les autres. Voilà pourquoi nos députés, sachant que leur rôle c'est de voter des lois et contrôler l'action du gouvernement, ils le savent. Mais ils sont aussi un peu contraints de pouvoir apporter une solution. Par exemple, il y a une route qui est cassée. Il est un peu peut-être aussi dans l'obligation de pouvoir apporter ne serait-ce que des caillasses pour ne serait-ce que couvrir. Pourquoi? Parce que chez nous, dans notre société, étant député national, il est perçu comme l'autorité à qui revient le devoir d'apporter tant soit peu la solution. Alors que lui, son rôle, c'était d'activer au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'on puisse faire venir, par exemple, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour que celui-ci apporte la solution. Mais il y a tellement d'attentes, tellement d'attentes. Kinshasa, aujourd'hui, il n'y a presque plus de route. Oui. La route Kabinda, qui part de 24 novembre jusqu'au-delà de Lista, elle est impraticable. Même si vous avez une Jeep, il faut calculer très bien l'efficacité de votre véhicule. Vous pouvez le casser. D'ailleurs, au croisement de Kabinda et Plateau, c'est devenu un cimetière de véhicules. Si vous hasardez à passer par là, vous allez laisser votre véhicule là. Donc, c'est terrible. Kabamba, pareil. Kassai. Kassai, ça part du camp lieutenant-colonel Mbaki, à Barumbu, qui ressort ici au boulevard du 30 juin. C'est ma route de tout le matin quand j'étais petit pour venir ici au Collège Elika. Elle est impraticable et comme ça depuis des décennies. Et je prends Croix-Rouge, hein, je parle des chemins là, dans mon bled là. Croix-Rouge, impraticable, tu ne me croiras pas. Si tu es au croisement de Plateau Croix-Rouge, tu vas te croire dans un endroit où il y avait des bombes qui étaient descendues là-bas. Alors que quand on était tout petit, tu pouvais prendre un taxi de Plateau, Dima à Masco, hein, là-bas à Dima, là où était Taboulé et compagnie. Dima, dans Zikida, le marché Zikida, tu prends le taxi des Zikida Plateau et tu ressors ici devant la BCDC, aujourd'hui Equity. Tu passes par des verres RTGA, tout ça. Tu sors ici du côté de boulevard. Ça n'existe plus. On n'a plus de route. Alors, Dieu va nous demander la parabole de Talon. Il nous a donné la ville de Kinshasa. Kinshasa a un site que l'on appelle Kinsuka. Je préfère le dire cette fois-ci en lingala. Kinsuka est Botakamabanga tout le jour que Dieu fait. Mais nous manquons de route. J'ai évoqué l'avenue Kabinda parce que moi, on m'interpelle aussi. Même moi qui suis un simple journaliste, moi je me considère comme un simple journaliste, un citoyen lambda. Je fais mon travail simplement. Mais je suis aussi perçu comme étant quelqu'un qui peut évoquer un sujet qui puisse intéresser l'autorité. Déjà que si moi, journaliste, on me fait des revendications du genre « Ah, voilà pourquoi j'en profite. Je profite de votre caméra pour dire « Kabinda, non, non. » Voilà. C'est-à-dire que nos députés doivent quand même faire un effort pour activer et faire en sorte que le gouvernement soit dans des conditions à pouvoir toujours donner des solutions à nos populations. Parce que nous avons tellement de problèmes qui restent pendants. Je voudrais ici évoquer un cas qui me tient vraiment à cœur. À Kinshasa, nous avons le bonheur d'avoir une pédiatrie. C'est sur l'avenue Kalembelembe. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Cette avenue-là est restée impraticable depuis toutes ces années ici. Mais vous savez, dans la vie des humains ici, ça c'est la sagesse qui nous le recommande, c'est seulement les événements heureux qui sont prévisibles. Ah, viens, Moron Zambé, Yakatoya fête, etc. Moutiri, Yakatoya fête à Nibala. Ce sont des événements heureux qui sont prévisibles. Mais les événements malheureux, on ne les prévoit pas. Un enfant ne te dira pas que papa, aujourd'hui à 2 heures, je vais développer une forte fièvre. L'enfant ne te dira pas ça. Mais à 2 heures, paf, l'enfant développe une fièvre. Mais tu vas l'amener où? Ici à Kinshasa. La pédiatrie, c'est Kalembelembe. En tout cas, je n'en connais pas une autre. La pédiatrie phare ici, c'est Kalembelembe. Mais tu vas entrer où pour emmener l'enfant à l'hôpital? Il n'y a pas de route. Ne serait-ce que par rapport à ça.
Ils veulent tous être autorités. Oui, d'accord. Nous aussi, population, nous voulons que vous soyez nos autorités. Mais il faut penser aussi à la population. Apporter des solutions. Oui. Mais pour rien que réhabiliter Kalembelembe, vraiment, nous devons faire 10 ans. Franchement. Et maintenant, vous voulez vous accrocher à vos postes. Très bien. On dit que vous serez mal. Éric Zami, nous sommes arrivés à la fin. Kiosque est donc fini. Les rendez-vous pour la rediffusion est pris donc à 18 h, mais d'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Cette émission Kiosque est réalisée par Doudou Montieri, Hamilton Jacobi, les candidats. Équilibré. Merci.